même s'il y a la volonté affichée côté russe de défendre les populations russes et russophones, on est sur un affrontement de grandes puissances. De grandes puissances avec une puissance qui a le leadership mondial, les États-Unis. Et c'est une vieille doctrine, c'est la doctrine des néoconservateurs depuis les années 70, avec Brzezinski, tous ceux qui ont suivi derrière. Les productions de la Rand Corporation sur l'endiguement de la Russie sont accessibles sur Internet. Et n'importe qui lit l'anglais peut les lire. D'ailleurs, certaines sont même traduites. Donc, c'est une géopolitique. Et la géopolitique russe, c'est redevenir une grande puissance mondiale et également éviter que des pays qui étaient dans l'étranger proche de la Russie deviennent des partenaires de l'OTAN. Et donc des menaces potentielles. Potentielles. Donc c'est ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie. Et puis c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. L'État ukrainien ne veut pas avoir de journalistes étrangers qui sont allés de l'autre côté. Et il y a une journaliste d'ailleurs de TF1, de LCI, c'est Lison, qui avait fait un reportage côté russe, qui a été interdite d'accès côté ukrainien sous peine de prison. Sous peine de prison, donc maintenant... c'est pareil, il y a un nettoyage aussi des médias, notamment de Google. C'est une affaire qui date d'à peu près 1 an. Quand vous recherchez cette affaire-là sur Google, vous n'allez pas la trouver. Vous ne la trouverez pas, cette affaire-là. Ce traitement de l'information, il est difficile, puisque un journaliste ne peut pas passer d'un côté de l'autre. Et d'ailleurs, à l'époque de la guerre du Vietnam, moi j'étais jeune, j'avais 6 ans, et il y avait des journalistes qui passaient des deux côtés. Les grands reporters français, ils allaient du côté vietnamien, après ils allaient du côté américain. Là, c'est impossible. Ils produisent énormément, les Russes, puisqu'ils ont une production de munitions qui est 7 fois supérieure à celle de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est des sources otaniennes. Les prospectivistes pensaient qu'ils pourraient produire 1 million d'obus, enfin de munitions d'artillerie, et ils sont à 2 millions de capacité de production. Donc c'est énorme. Pourquoi ils vont en chercher ailleurs? Parce que je pense que, pour en revenir à ce que je vous disais, ils ne veulent pas basculer en économie de guerre. Et que pour eux, c'est plus simple d'aller chercher dans des pays où il y a ces stocks-là, les utiliser, les acheter ou faire des échanges. Mirotvorets, c'est un sujet dont les médias ne parlent pas. Je crois que Jean-Luc Mélenchon y est. Oui, et puis d'autres personnalités politiques. Peut-être que Nicolas Sarkozy va y être bientôt. Oui, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc ce site Mirotvorets, qui est soi-disant un site associatif, non, c'est un site qui est piloté, bien sûr, pour mettre à l'index les ennemis de l'Ukraine et éventuellement... Ça fait un peu tête mise à prise, quand même. Avec des renseignements personnels et éventuellement souhaiter qu'il leur arrive malheur. Il y a différents niveaux d'opération. Il y a un niveau stratégique, il y a un niveau opératif, il y a un niveau tactique. Sur le plan tactique, qui tient les hauts, tient les bas. Les Russes ayant la supériorité d'artillerie, en fait, quand ils se retirent, ils prennent toujours... ils font tout pour rester sur les positions hautes, qui leur permettent d'observer et d'utiliser l'artillerie. C'est ce qu'ils font au sud de Bakhmout, et c'est ce qu'ils font également sur cette zone de Rabotiné, où avec beaucoup de mal, les Ukrainiens ont réussi à avancer, avec beaucoup de pertes, avec différents types de tactiques et de modes opératoires. D'abord une attaque en force et maintenant une attaque en souplesse, avec l'infanterie en laissant derrière les véhicules blindés. Mais on est sur ce... Alors certains disent que c'est un sac à feu, oui, d'une certaine manière, c'est ça, puisque les Russes tiennent les hauteurs. Alors il y a un dernier exemple qui pourrait laisser croire qu'il joue beaucoup sur la désinformation, c'est que lors de la dernière frappe du quartier général de la flotte de Sébastopol, il y a une semaine, tout de suite les Ukrainiens ont sorti l'information selon laquelle l'amiral était mort et 35 officiers. Il y a eu, comme d'habitude, blackout des Russes, et puis les Ukrainiens ont continué à communiquer dessus, et les médias occidentaux, surtout en France, ont continué à communiquer dessus. Et ensuite, les Russes ont refait sortir l'amiral à l'occasion d'une réunion, et ensuite lui ont fait remettre des médailles. Il n'était donc pas mort. On peut penser que les Russes aient donné l'information par des... C'est ça, des informations, c'est l'intoxication en fait. De manière à ce que les Ukrainiens qui font de l'hypercommunication, entre guillemets, se décrédibilisent un peu là-dessus, et que les médias aussi, il y a des chaînes françaises qui ont eu du mal à rétropédaler sur ce sujet-là. Énormément. Parce qu'ils étaient presque à sabrer le champagne, le champagne sur le plateau. Non, donc, il faut voir cette guerre de l'information qui est très prégnante des deux côtés. Je pense que c'est un peu prématuré de penser que les États-Unis vont lâcher l'Ukraine, parce qu'il y a quand même un affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Russie.
Et puis, en ligne de mire, quand même, c'est pas une alliance, mais il y a une forme de connivence entre la Russie et la Chine, qui est quand même le challenger géopolitique des États-Unis. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là, même si il peut y avoir des difficultés pour les Ukrainiens vis-à-vis de l'aide que leur apportent les États-Unis. Le centre de gravité des Ukrainiens, la volonté de combattre, c'est important quand même pour eux, Bien sûr. parce qu'ils ont des centres de gravité aussi à défendre. Et bon, le soutien de la population, c'est quand même un élément fondamental, surtout que l'Ukraine est en situation de guerre totale, contrairement à la Russie qui est bien sûr en guerre, mais qui n'a pas, les gens en Russie n'ont pas le sentiment d'être en situation de guerre. On pourrait même considérer que la Russie fait, entre guillemets, la guerre à l'économie par rapport aux parts de PIB qu'elle engage dans cette guerre. 3% cette année, peut-être 6% l'an prochain. Mais il y a encore l'économie russe qui fonctionne, l'économie générale qui fonctionne, et il y a un complexe militaro-industriel qui est certes mobilisé, mais qui n'est pas aussi mobilisé qu'il pourrait l'être s'ils étaient en situation de guerre totale.